Le bruit le plus terrifiant dans la guerre moderne n'est ni celui d'un missile, ni le rugissement d'un avion, mais bien le martèlement de 5000 bottes frappant la terre en parfaite unité. Ce n'est plus une armée qui défend un drapeau étranger ou des intérêts lointains. C'est un peuple tout entier qui protège chaque centimètre du sol de ses ancêtres. Au cœur du Sahel, une révolution silencieuse bouleverse tous les manuels de stratégie occidentaux. Jadis, au Burkina Faso, on parlait d'une armée fantôme, moins de 100 fusils pour 22 millions d'âmes, des hommes envoyés défendre des cimetières face à un monstre sans sommeil. Mais sous la houlette d'Ibrahim Traoré, tout a changé. La défense du territoire n'est plus déléguée, elle est reprise en main. Fini le temps où la sécurité était louée à prix d'or à l'étranger. Aujourd'hui, le Sahel forge son propre bouclier, trempé dans l'acier de la nécessité et l'audace populaire. Ce nouveau modèle terrifie les anciennes puissances, car il n'obéit plus à leurs règles. En 2025, 16 000 soldats, 2 000 policiers et près de 15 000 volontaires, issus du peuple, agriculteurs, professeurs, commerçants, ont rejoint les rangs. Pas pour l'amour de la guerre, mais parce qu'ils refusent de voir leurs terres dépecées par des intérêts extérieurs. Ce n'est plus une fiction. 28 bataillons d'intervention rapide, 13 unités mobiles et une administration qui ressuscite 442 villages, rouvrant 73 préfectures dans des zones jadis mortes. Plus d'1 million de déplacés ont retrouvé leur foyer, réchauffant des terres abandonnées depuis trop longtemps. Mais ce qui dérange le plus l'ordre ancien, ce n'est ni un prêt de banque, ni une aide conditionnée qui finance cette renaissance. Ce sont les sacrifices et la sueur du peuple, presque 500 milliards de francs, CFA collectés pour leur propre survie. C'est la dignité retrouvée, l'indépendance économique et la souveraineté du peuple sur ses armes et sur son avenir. Rester passif aujourd'hui, c'est laisser d'autres écrire notre histoire. Agir, c'est reprendre notre destin en main. Mais pour comprendre ce miracle du Sahel, il faut d'abord mesurer le silence des fantômes qui ont précédé. Imaginez un pays de 22 millions d'âmes, mais à peine 100 fusils pour défendre ses frontières. Ce n'est pas une fable. C'était la réalité du Burkina Faso il y a à peine 2 ans. Un État fragilisé, presque abandonné à lui-même. L'armée, autrefois pilier de la nation, s'était réduite à l'état de fantôme. Moins de 100 fusils réellement opérationnels pour tout un territoire grand comme la moitié de la France. Les villages vidaient peu à peu, les familles fuyaient devant la montée des violences. La peur remplaçait l'espoir, et le sentiment d'impuissance s'installait, comme une brume épaisse sur les campagnes du Sahel. Pendant des décennies, la sécurité du Burkina Faso, comme celle de tant d'autres pays africains, était perçue comme un service externalisé. On attendait l'aide extérieure, les caméras thermiques étrangères, les avions venus d'ailleurs. Et à chaque crise, on faisait défiler les experts internationaux, on signait de nouveaux accords militaires, on réclamait la bienveillance des puissances du Nord. Mais sur le terrain, le résultat était là. Vulnérabilité extrême, territoire perdu, dignité bafouée. L'armée nationale n'était plus qu'une silhouette, privée de moyens, dépendante des décisions prises à des milliers de kilomètres, loin de la poussière, loin du sang, loin du soleil burkinabé. Et puis, quelque chose s'est passé. Un choc, un réveil. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a décidé de rompre avec la résignation. C'est là qu'est née une nouvelle doctrine, forgée par la nécessité, mais aussi par un sursaut d'orgueil collectif. La sécurité du territoire ne sera plus louée, elle sera forgée par le peuple lui-même. Fini les solutions importées. Fini de mendier la paix à d'autres. Le Sahel s'unit, non plus sous la bannière de la dépendance, mais autour d'un projet commun, contrôler son destin. En 2023, aux côtés du Mali et du Niger, le Burkina Faso lance la Confédération des États du Sahel. C'est la naissance d'une force unifiée qui change la donne. Mais la transformation n'est pas que diplomatique, elle est d'abord humaine. Un recrutement massif est lancé. 16 000 soldats, 2 000 policiers, 15 000 volontaires civils. Des paysans, des enseignants, des commerçants, des étudiants. Tous répondent présents, revêtant l'uniforme pour défendre leur sol. Ce n'est plus l'armée d'une élite, c'est le front populaire qui prend forme. Des files d'attente s'étendent devant les centres d'engagement,
Preuve qu'un peuple uni, quand il décide de se lever, peut déplacer des montagnes et repousser l'ombre de l'occupation. Ce mouvement remet la dignité au cœur du combat. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la sécurité, mais la capacité de décider par soi-même, de refuser la tutelle, de faire l'histoire au lieu de la subir. Ignorer ce passé de dépendance, c'est risquer de refaire les mêmes erreurs, de voir encore une fois l'histoire effacer notre trace. Mais cette fois, une page se tourne. Comment expliquer un tel retournement? Comment cette mobilisation populaire a-t-elle été possible? Et pourquoi fait-elle trembler l'ancien ordre mondial? Peut-on vraiment défendre son sol si l'on pense encore avec le cerveau de l'ancien colon? C'est la question qui bouleverse le Sahel et qui secoue aujourd'hui le Burkina Faso sous la houlette d'Ibrahim Traoré. On l'a trop entendu. Sans les bases occidentales, sans les officiers formés à Paris, sans les satellites de Washington, l'Afrique ne pourrait prétendre à la sécurité. Mais ici, une rupture historique s'est produite. Fini l'époque où l'on attendait qu'un conseiller vienne valider la moindre opération, où les doctrines étaient importées et traduites à la hâte, où la guerre se gérait à distance depuis des quartiers généraux étrangers. Aujourd'hui, la doctrine militaire burkinabé sort du sol même du pays. Les officiers ne partent plus modeler leurs pensées dans des académies étrangères où le climat, la géographie et les mentalités locales sont des concepts abstraits. Ils se forment à Ouagadougou, à Bobo, sur la terre rouge et sous le soleil qui façonne leur quotidien. Ici, on n'apprend pas seulement à manier les armes, mais à penser la guerre avec une tête décolonisée, tournée vers les besoins, les faiblesses et les forces du peuple burkinabé. Ce n'est pas de la philosophie en l'air. C'est la doctrine, gravée dans la langue nationale, forgée par l'expérience des combats, affinée par le vécu des populations. Un officier qui lit un plan écrit par son frère d'armes n'a plus le sentiment de n'être qu'un pion. Il se sent gardien, il se sent responsable. Ce refus du modèle de la guerre gérée, c'est d'abord une question de dignité. Qui écrit les règles? Qui décide des priorités? La réponse, désormais, ne vient plus d'ailleurs. Le transfert est radical. Il n'y a plus d'ordre venu de Paris, plus de cursus dicté par une ONG étrangère, plus de superviseurs qui repart dès que la situation se tend. À la place, des partenariats? Oui, mais des partenariats d'égal à égal. Les experts étrangers, quand ils sont là pour transmettre un savoir, non pour tenir la main ou dicter la ligne de conduite. La tutelle a été brisée. On ne demande plus la permission pour défendre son village. Et cette triple souveraineté, ni conseiller, ni curriculum, ni ordre extérieur, imprime un rythme nouveau à la guerre comme à la paix. Évidemment, cette révolution ne plaît pas à tout le monde. L'onde de choc a traversé l'Afrique, mais aussi les chancelleries occidentales. Les condamnations pleuvent, les critiques s'accumulent. Pourquoi? Parce que l'exemple burkinabé, c'est le cauchemar des anciennes puissances. On leur avait dit « Sans nous, le Sahel s'effondre ». Pourtant, le cœur de l'Afrique bat toujours, et plus fort que jamais. Ce qui inquiétait l'Occident, ce n'était pas l'échec potentiel, c'était la réussite possible d'un modèle panafricain qui inverse le rapport de force, qui ose regarder le monde droit dans les yeux et dire « Nous n'attendrons plus vos autorisations pour être humains, souverains, debout ». Mais cette rupture n'est pas sans risque. Le danger, il est là. Rester prisonnier du regard étranger, continuer à se juger à l'aune d'une réussite ou d'un échec déterminé ailleurs. Tant que la victoire ne se définit pas par et pour le peuple, elle restera un simulacre, un décor de façade. L'émancipation commence dans les têtes, dans le refus de l'assistanat, dans la volonté de bâtir une doctrine, une stratégie, une vision par les fils et filles du pays. C'est ce qui transforme un soldat en protecteur et un peuple en force irrésistible. Mais alors, cette reconquête de la terre et de l'esprit suffit-elle à nourrir un peuple et à bâtir l'avenir? La souveraineté militaire et intellectuelle n'est qu'un pilier. Qu'en est-il du reste? 1 million de personnes reviennent chez elles. Mais à quel prix se gagne la paix? Voilà la réalité bouleversante du Burkina Faso aujourd'hui. Ce retour massif n'est pas un simple chiffre pour les rapports officiels. Il incarne des familles entières qui retrouvent leur village, leurs chants, leurs souvenirs, après des années d'errance et de peur.
442 villages ressuscitent, 73 préfectures rouvrent leurs portes et l'administration reprend vie. Ce sont des écoles qui rouvrent, des marchés qui reprennent, des enfants qui réapprennent à rire sur la terre de leurs ancêtres. La victoire, ici, n'a pas le visage triomphant de la propagande. Elle est humble, faite de sueur et de larmes, d'espoirs fragiles et de défis colossaux. Dans les rues de Ouagadougou comme dans les ruelles de Bobo-Dioulasso, la mobilisation populaire bat son plein. Près de 500 milliards de francs CFA ont été collectés, non pas grâce à d'opaques fonds d'urgence venus de l'étranger, mais par la seule volonté d'un peuple debout. C'est la solidarité nationale qui a permis d'équiper les volontaires, de nourrir les déplacés, de remettre en marche l'appareil administratif et surtout de tenir le front sans quémander la charité internationale. Cette mobilisation n'est pas qu'une question d'orgueil, c'est la preuve vivante que l'Afrique peut être le fer de lance de son propre destin. Et derrière le bruit des armes, la vie avance. Tandis que les médias occidentaux ne voient qu'une zone grise, le Burkina Faso soigne, instruit, bâtit. Première greffe de rein, centre de radiothérapie flambant neuf, fondation d'un institut du cœur. Ces progrès médicaux étaient impensables il y a seulement quelques années. Plus de 600 écoles rouvertes, des programmes de formation civique qui forgent une nouvelle génération d'enfants patriotes. L'initiative Faso Mabo, quant à elle, défie la logique de l'attente. Fini de tendre la main, place à la construction endogène des villes, par les jeunes, pour les jeunes. Hôpitaux, routes, logements. La sueur remplace les subventions. Mais derrière chaque avancée se cache un dilemme cruel. Car la guerre coûte cher, terriblement cher. Un missile guidé vaut plus que la construction d'une école. Chaque drone acheté, chaque munition tirée, c'est autant de ressources en moins pour les hôpitaux, les routes, la modernisation de l'agriculture. Ironie du sort. Pour défendre leur dignité retrouvée, les Burkinabés doivent se battre sur deux fronts, repousser l'ennemi, mais aussi éviter la ruine financière. Comment garantir la sécurité de demain sans sacrifier l'éducation d'aujourd'hui? Comment soigner, instruire, protéger, sans tendre la main à nouveau vers ceux dont on vient de s'affranchir? C'est là que réside le véritable enjeu, le cœur de la bataille. Sans autonomie économique, toute victoire militaire risque de devenir un nouvel asservissement, une prison dorée dont les barreaux sont faits de dettes et de dépendances. L'histoire est pleine de pays qui ont gagné la guerre, mais perdu la paix, incapables de nourrir leur peuple ou de maintenir leur souveraineté face aux pressions des marchés internationaux. Le Burkina Faso, et avec lui le Sahel, se trouve à la croisée des chemins. La fierté de la reconquête ne suffira pas si elle n'est pas soutenue par une économie vraiment libre, une agriculture prospère, un tissu industriel autonome. Pour l'instant, la réponse du peuple burkinabé est claire. La dignité n'a pas de prix, mais elle exige des sacrifices. Les récoltes renaissent dans les terres libérées, les forges résonnent, et les projets d'industrialisation prennent forme, loin des regards condescendants de l'Occident. Mais il reste tant à faire. Car la souveraineté se gagne sur le champ de bataille, comme dans les champs de coton, dans la gestion rigoureuse des finances publiques, dans la capacité à innover sans copier, à commercer sans s'aliéner. Au fond, la question est simple et terrifiante à la fois. Comment transformer une victoire militaire en un modèle de développement souverain sans retomber dans le piège de la dépendance? Le Burkina Faso a montré qu'une nation peut reprendre le contrôle de son territoire. Mais maîtriser son destin sur la durée exige une autre révolution, plus silencieuse, plus difficile. Celle de l'économie, de l'éducation, de la santé, sans le secours des vieilles puissances. C'est ici que naît le véritable défi. Transformer une forteresse militaire en une nation architecte de son propre développement. Et si la souveraineté ne se louait ni en armes, ni en blé? Regardez bien ce qui se passe au Sahel, au Burkina Faso. Ici, la sécurité n'est plus un service importé, vendu à prix d'or par ceux qui décident qui doit vivre ou mourir. Ici, le peuple s'est relevé. Et la leçon que le monde entier devrait retenir, c'est que la souveraineté se construit, elle ne s'achète pas. Première étape de cette révolution moderne,
La diversification des alliances. Fini le temps où l'on dépendait d'un seul gros frère venu d'Occident, toujours prêt à troquer sa protection contre notre dignité. Désormais, l'État burkinabé choisit ses partenaires, Russie, Chine, Iran, Turquie. On ne cherche plus une tutelle, mais des alliances fondées sur la réciprocité. Cela veut dire pas de vassalité, pas de chantage. Simplement, un contrat clair. On échange la compétence, pas la soumission. Deuxième clé, l'intégration des technologies de pointe. Les drones TB2 ou Akinci, ce ne sont pas des jouets de démonstration, ce sont des outils de souveraineté. Ils ne font pas qu'observer le ciel, ils frappent avec précision là où l'ennemi se croyait invincible. Pour la première fois, les yeux dans le ciel appartiennent à ceux qui défendent la terre. Et cette avancée n'est pas bridée par une dépendance technologique. Ingénieurs turcs, spécialistes africains, tous travaillent ensemble pour transmettre leur savoir-faire, jusqu'à ce que la chaîne logistique, la maintenance, la programmation, deviennent l'affaire de techniciens locaux. Plus question de rester prisonnier d'une aide conditionnée, qui affaiblit plus qu'elle ne protège. Troisième leçon. La révolution des mentalités. Fini le complexe de la main tendue. Ici, on refuse la mendicité internationale. On investit dans les capacités internes, dans l'humain, dans la jeunesse, dans l'industrie. C'est un choix radical. Préférer construire son toit pierre après pierre, même sous la pluie, plutôt que d'attendre l'aumône de celui qui vous vendra bientôt un parapluie percé. Ibrahim Traoré et son équipe ont compris que la dépendance est un poison. Tant que notre sécurité, notre économie, notre espoir même dépendent de l'extérieur, la souveraineté reste un mirage. Il faut donc s'armer d'une foi nouvelle, d'une détermination à investir d'abord sur soi-même. Et cette recette, ce n'est pas juste une tactique militaire, c'est un modèle politique pour le XXIe siècle. La vision va bien au-delà de la seule défense du territoire. Il s'agit de jeter les bases d'une confédération sahélienne, prémisse d'une véritable union africaine souveraine. Un espace partagé, un marché commun, une force militaire unifiée, capable de tenir tête à n'importe quelle pression extérieure. Le message est clair. Il n'y a plus besoin d'attendre la validation de Paris, de Washington ou de quiconque pour décider de notre destin. Le futur se négocie entre égaux. Mais attention, ignorer ces leçons, c'est accepter de rester à genoux pendant que d'autres se relèvent. Le risque, c'est de voir la porte de l'histoire se refermer, de retomber dans la dépendance, l'humiliation, la pauvreté imposée. Saisir cette opportunité, au contraire, c'est ouvrir une brèche, celle d'une Afrique qui produit, qui innove, qui transforme ses ressources pour ses propres enfants et qui inspire le continent tout entier. On y est presque. Les fondations sont posées, les murs s'élèvent. Mais la dernière pierre reste à poser. La paix et la prospérité seront-elles aussi solides que le bouclier forgé? La nuit fut longue, mais l'aube appartient à ceux qui refusent de dormir. Voilà la vérité profonde de notre époque. Le sommeil des peuples, ce n'est pas seulement l'oubli ou la fatigue. C'est le risque de voir d'autres bâtir notre destin à notre place. Aujourd'hui, le Sahel, et avec lui le Burkina Faso, s'est réveillé. Il ne s'agit plus d'attendre que le monde nous tende la main, mais de montrer que nous savons relever la tête et forger notre avenir avec nos propres outils, nos propres mains, et surtout notre propre volonté. Regardez le chemin parcouru. En quelques années, nous avons vu un peuple qui, dans le bruit sourd des drones et la poussière des routes, a refusé d'être défini par la charité ou la pitié. C'est la fierté de l'État des albinos noirs, cet étrange paradoxe historique qui, malgré les embargos et les menaces, continue d'avancer là où tant d'autres auraient renoncé. Ce que le Burkina Faso incarne aujourd'hui, c'est une renaissance. C'est la démonstration vivante que la dépendance n'était pas une fatalité, mais un choix imposé, un voile posé sur nos ambitions par d'autres récits, d'autres intérêts. Pour la première fois depuis des générations, la sécurité de notre territoire n'est plus louée comme un service à l'étranger. Elle est construite, pierre par pierre, par ceux qui y vivent, y rêvent et y élèvent leurs enfants. Ce n'est plus un fantasme, ni un slogan.
C'est une réalité forgée dans la sueur, dans la douleur, mais aussi dans la dignité retrouvée. Les 5000 guerriers de la Force unie du Sahel ne sont pas de simples soldats. Ils sont la preuve que l'indépendance ne s'achète pas. Elle se conquiert et se défend chaque jour. Mais, et c'est là que tout se joue, le combat n'est pas terminé. La fondation est posée. Les premières pierres de la nouvelle maison africaine sont là, mais la dernière brique, celle qui garantira que tout cela ne soit pas une parenthèse, n'est pas encore en place. La question qui se pose à chacun d'entre nous, c'est celle-ci. Voulons-nous être des spectateurs, assis sur le bord du chemin, à compter les victoires et les défaites des autres? Ou voulons-nous être les architectes, les bâtisseurs d'un continent qui ne s'excuse plus d'exister? Ce choix, il est individuel, mais il est aussi collectif. Il engage la dignité de tous. Refuser de participer, c'est accepter de retourner à la dépendance, à la pauvreté, à l'humiliation. S'impliquer, c'est ouvrir la voie à une Afrique où l'industrie tourne sur ses propres rails, où la jeunesse trouve sa place, où la culture n'est plus une exportation, mais une force de l'intérieur. C'est surtout offrir au monde un autre modèle, celui d'un continent qui ne demande plus la permission de vivre debout. Derrière chaque avancée, il y a des risques. Les vieux empires guettent, cherchent la moindre fissure, prêts à s'engouffrer à la première hésitation. Mais l'histoire n'est pas écrite d'avance. Chaque génération a ses choix, et la nôtre a la chance, ou le fardeau, de pouvoir décider, continuer la répétition du passé ou oser le saut vers l'inconnu, vers un modèle panafricain qui ne doit rien à personne, sinon à l'effort commun. Alors, face à ce carrefour, que vas-tu faire? Vas-tu laisser d'autres choisir à ta place? Ou vas-tu saisir ta part de cette aube, aussi exigeante soit-elle? La nuit fut longue, mais nous savons désormais que l'aube existe vraiment pour qui ne dort pas. Ce qui commence au Burkina Faso n'est pas une exception. C'est peut-être le brouillon d'un futur commun pour toute l'Afrique. Mais ce brouillon, il faut le réécrire chaque matin, à la sueur de nos fronts et à la force de nos convictions. Si cette histoire t'inspire, si elle éveille une fierté ou une colère, ne pars pas en silence. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines étapes de ce réveil africain. Partage cette vidéo avec ceux qui doutent encore. Et surtout, dis-nous en commentaire. Est-ce ce modèle que tu veux voir naître chez toi? La route est longue, mais le lion est debout. Et son rugissement, cette fois, portera jusqu'au bout de l'histoire.